et RGE. Bonne journée sur RCJ. RCJ. L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes féministes. À Florence, on préparait la revanche de Carmen et à Los Angeles, le tout Hollywood, vêtu de noir, en signe de protestation contre la culture machiste du milieu, célébrait la puissance des femmes. D'un bout à l'autre du monde démocratique, elles allaient enfin se délivrer des ports et des pénibles agissements qui, découvrait-on, étaient leur lot quotidien. Ce ne sont ni une flopée de tweets injurieux, ni une plaisanterie assassine qui ont déclenché une polémique fracassante, mais un long texte rédigé par des intellectuels comme Catherine Millet, auquel la signature de Catherine Deneuve a conféré une notoriété planétaire. Revendiquant contre le puritanisme, une liberté d'importuner que beaucoup ont compris ou feint de comprendre comme une liberté d'agresser, les signataires, dont votre servante, voulaient surtout libérer une autre parole et donner une voix aux millions de femmes qui ne reconnaissent pas leur existence dans le sombre tableau devenu, après l'affaire Weinstein, une vérité officielle. Leurs arguments, bien sûr, sont discutables, mais la discussion peine à se frayer un chemin dans le flot d'imprécations, d'injures et d'interprétations mensongères, ou disons malveillantes. Ainsi ont-elles été accusées d'encourager les agresseurs et de manquer à la solidarité féminine, ce qui est vrai, comme si les femmes constituaient un parti unique au sein duquel on doit penser et parler droit. Alors vous nous direz, Alain Finkielkraut, ce que vous a inspiré cet affrontement entre deux féministes, qui est aussi largement une fracture générationnelle. Et nous évoquerons ensuite la politique migratoire d'Emmanuel Macron qui a fait monter le braillomètre très très haut, pour reprendre l'expression de Cyril Benazar dans Causeur. Mais commençons par la pétition Millet-Deneuve. Juste une petite remarque pour démarrer. Le nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, a déclaré dans Le Monde que le plus grand tabou aujourd'hui, ce n'est pas le sexe mais Dieu. Eh bien, je me demande si même les affrontements sur la religion, me semble-t-il, ne suscitent pas une telle montée aux extrêmes. Et peut-être que c'est finalement la leçon de tout ça, c'est que le sexe reste une question taboue et qu'il est après tout difficile de discuter sur la place publique. Alain Finkielkraut. Alors, je remonterai un peu plus haut que cette pétition. Dans son édition du 31 décembre et du 1er janvier, Le Monde a publié une tribune de Sandra Muller, la journaliste à qui la France reconnaissante doit le hashtag Balance ton porc. Remonter plus haut n'est peut-être pas l'expression la plus adaptée. Ce texte est très instructif car elle y relate la genèse de sa trouvaille. Balance ton porc, je jugeais cette expression vulgaire, je la cite donc. Au départ, elle décrivait le producteur Harvey Weinstein sous le coup d'accusations différentes du comportement irrespectueux au viol. À Cannes, on l'appelait le porc. Puis, je me suis souvenu de paroles dégradantes que moi-même j'avais entendues au cours d'un festival qui se déroulait justement à Cannes. Un directeur de chaîne m'assénait « Tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit ». Cette phrase était choquante, pathétique et très présomptueuse. J'ai décidé de donner le nom de mon agresseur verbal sur mon réseau afin de montrer l'exemple. Il fallait d'urgence arrêter ce type de comportement. Cet agresseur, elle l'appelle dans la suite de l'article son bourreau. Elle dit que l'apostrophe dont il s'est rendu coupable a provoqué chez elle honte, déni, faille spatio-temporelle et qu'il lui a fallu des années pour verbaliser. Dès le départ, autrement dit, la campagne déclenchée par l'affaire Weinstein a été placée sous le signe de l'indiscrimination. Les hiérarchies, les distinctions, les degrés, qui sont la raison d'être du droit, ont été balayés. Tout a été nivelé, égalisé, logé à la même enseigne criminelle. Mais est-ce que tout ça n'aurait pas déjà quand même dû faire rire un certain nombre de gens? Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'un peu non crédible dans ces 10 années de traumatisme dû à une parole prononcée dans une soirée Évidemment, bah oui, mais visiblement, on n'a pas ri et les humoristes ne sont... Ah oui, c'est vrai. Ne se sont pas saisis de la question. Donc, le grave et l'anodin, la brutalité physique et les expressions grossières ont été englobés dans la culture du viol.
pour avoir tenu des propos déplacés lors d'un cocktail arrosé très tard dans une soirée. Éric Briand a été lynché sur les réseaux sociaux. Et comme il le précise lui-même dans une tribune publiée à côté de celle de Sandra Muller, les conséquences de cette dénonciation ont été aussi bien personnellement que professionnellement très importantes et très pénalisantes. Ainsi, mais c'est lui le bourreau. Mais oui, et ainsi pour mieux lutter contre les bourreaux, contre la domination masculine, on en vient à saper les fondements même de la civilisation. Qu'est-ce qu'être civilisé, sinon distinguer et distinguer encore? Alors moi, ayant lu ces deux textes, j'ai voulu intervenir. Mais je savais que j'allais être inaudible, car je suis un homme. C'est-à-dire, à moins d'avoir fait ma nuit du 4 août en épousant la cause des balances, un ci-devant, un contre-révolutionnaire. La pétition, parue le 10 janvier, j'y viens, sous le titre « Des femmes libèrent une autre parole », a donc été pour moi une magnifique surprise. C'était pas, en réalité, ça, c'était le titre initial. Mais le Monde a évidemment choisi de sortir la phrase sur la liberté d'importuner. Et c'est ça qu'ils ont mis en titre dans la version papier. Dans la version papier, c'était des femmes libèrent une autre parole. Ah, oui. Mais dans la version Internet, dans la version du site, je ne sais pas comment, c'était ce que vous dites, en effet. La liberté d'importuner pour mettre ces femmes dans une position difficile. Alors, je lis la première phrase. Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. Et les rédactrices critiquaient une justice expéditive qui sanctionne des hommes dans l'exercice de leur métier, qui va parfois jusqu'à les contraindre à la démission, alors que leur seul tort est d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parlé de choses intimes lors d'un dîner professionnel, ou d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l'attirance n'était pas réciproque. Et les signataires de ce texte ont payé très cher l'audace de leur bon sens. Vous avez été attaqués avec une violence et une bassesse inimaginables. On leur a opposé, on vous a opposé, vous l'avez dit dans votre introduction, la cérémonie des Golden Globes à New York, où les stars étaient en noir, et où le présentateur a fait rire l'assistance par ces mots atroces. Harvey Weinstein reviendra dans 20 ans dans le rôle du premier homme à être hué à son propre enterrement. Pourquoi hué? Pourquoi cette suspension à son seul détriment du respect silencieux dû aux morts? Parce que c'est le mal, M-A-L, et le mal, M, à accent grave, L-E, qu'on espère ensevelir avec lui. Dans la gigantomachie du néo-féminisme, le chiffre 2 règne en maître. Deux subjectivités s'affrontent, l'une entièrement bonne, l'autre nocive, toxique, vénéneuse. Il n'y a pas de zone grise. Pas de clair-obscur, pas d'équivoque, rien d'enchevêtré, rien d'inextricable. Les individus eux-mêmes ne sont que les représentants du camp auquel ils sont censés appartenir. C'est parce que vous avez perturbé cette belle alternative que vous avez été couverte d'insultes. La parole des femmes se devait, vous l'avez dit, d'être une et indivisible. Ce qui est drôle dans le flot, évidemment, quand on nous parle de libération de la parole, mais je vais tout de même me faire l'écho des auditeurs et des lecteurs bienveillants, ceux qui sont de bonne foi et qui ont été de bonne foi choqués par quelques phrases du texte. Alain Finkielkraut, vous ne pouvez pas y échapper. J'allais en parler. D'accord. Et pardonnez-moi d'aller au-devant de cette... J'allais dire aussi une petite réticence que j'éprouve à lire le texte. Mais donc, vous avez perturbé cette belle alternative, vous avez été couvert d'insultes. La parole des femmes se devait d'être une et indivisible. Et c'est pour la même raison que l'art, le cinéma, la littérature sont placés sous haute surveillance. Quand on généralise la souffrance, on a le communisme. Quand on particularise la souffrance, on a la littérature, écrit Philippe Roth. Communistes d'un nouveau type, les néo-féministes censurent les œuvres ou les réécrivent sans vergogne pour les mettre au diapason de leur idéologie. Vous pouvez relire la phrase, pardon, quand on généralise la souffrance, on a le communisme, quand on particularise la souffrance, on a la littérature. Donc, il s'agit de réécrire les œuvres pour les mettre au diapason de l'idéologie. Les néo-féministes sont d'impitoyables misomuses. On dit misogynes, misomuses. Mais
je ne parlerai pas à leur propos de attendez. puritanisme. Ah bon? Nulle haine, nulle honte des fonctions corporelles chez les néo-féministes et leurs alliés masculins. Elles ne poursuivent pas le combat de l'esprit contre la chair. Le péché n'est pas leur obsession. Elles n'entendent pas réprimer la sexualité, elles veulent la rendre meilleure en mettant fin à toute ambiguïté et à toute dissymétrie dans les rapports les plus intimes, pour que puisse s'établir le règne définitif de l'égalité et de la transparence. La démocratie dans la séduction et dans la jouissance, voilà le but qu'elle se propose d'atteindre. Oui, peut-être deux correctifs. Le premier, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même dans cette idée, si vous voulez, qu'on nous répète qu'une femme est dégradée, humiliée, souillée dès qu'un homme la touche. Je veux dire, il me semble que c'est le toucheur qui est dégradé. Il me semble que c'est le toucheur qui perd son honneur. D'accord, mais il y a cette idée quand même qui est un peu issue du 19e siècle, que si on rencontre un malotru, on est déshonoré. Excusez-moi. Mais je crois quand même qu'il y a une différence, parce que ce n'est pas un retour à l'ordre moral vous avez raison. qui se produit sous nos yeux, mais bien une tentative de révolution. Et je lis votre pétition comme une protestation de la condition humaine contre le projet de façonner un être humain nouveau. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que c'est une vision de la sexualité qui est post ou pré-chute. Si vous voulez, il n'y a pas de... effectivement, elle n'est pas obsédée par le péché, puisque là-dedans, si vous voulez, le mal, le ratage n'existe pas. Si vous voulez. Donc c'est une vision, au moins, disons, qui est puritaine par innocence, par candeur. C'est une vision innocente, paradisiaque, mais ça post-historique, c'est ça que je voulais. Oui, mais c'est une variante féministe de l'avenir radieux et de l'homme nouveau. Voilà pourquoi je ne parlerai pas de puritanisme. Pardon. Mais on vous a reproché de défendre la liberté d'importuner. Mais l'important, c'est le dragueur qui déplaît, qui prend une veste, qui rate son coup. Il ne faudrait pas que son échec lui soit en plus imputé à crime. Ce que je déplore, pour ma part, c'est la phrase sur le métro. Là, je dois dire, oui, en effet, j'ai tiqué. Les rédactrices du texte ont raison, je crois, de dire qu'une femme peut ne pas se sentir traumatisée par un frotteur dans le métro. Mais de là à excuser cette pratique sournoise et de plus en plus fréquente par la misère sexuelle, il y a un pas que, me semble-t-il, elle n'aurait pas dû franchir. Alors, je peux vous rendre... D'ailleurs, des armes sur son point. Cela dit, c'est pas tout à fait ce que dit cette phrase. Elle dit que une femme, je pense que c'est une femme a le droit d'avoir une vision intellectuelle de ce qui lui arrive. Elle a le droit de ne pas être traumatisée et elle a le droit, si ça lui arrive, d'avoir des explications sociologiques et intellectuelles. N'oubliez pas que c'est un texte écrit vraiment par des intellectuels, pas par des journalistes ou des communicants. Donc, non, mais vous avez tout à fait raison. Mais moi, voilà, c'est ça que ça dit. Il y a quand même cette phrase. Disons, il y avait un peu d'excusisme, il y avait un soupçon d'excusisme dans ce propos, mais à mon avis, qui veut simplement dire qu'une femme peut prendre de la hauteur. Voilà, je me permets de faire l'exégèse vous avez raison, bienveillante. Mais quand on lit, elle peut même envisager cela comme l'expression d'une grande misère sexuelle, voire comme un non-événement. Je réagis parce que, après tout, on a dit ça aussi à propos des agressions de Cologne. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, une agression est souvent, de toute façon, l'expression d'une misère sexuelle, ça ne la rend pas plus acceptable, ça ne la rend pas moins délictueuse ou moins criminelle. Donc, vous avez parfaitement raison. Et peut-être un petit correctif. Vous parlez de la violence des attaques. Oui, parce que vous êtes un être humain sensible et que, disons, la pratique de l'injure, la lecture malveillante, les postures, etc., vous révulsent. Mais je dois vous dire, moi j'ai tout de même l'impression que l'effet majeur à la fin, c'est quand même d'avoir un peu introduit un peu de dissensus. Et la violence des attaques est en fait à la hauteur de la découverte absolument, stupéfaite que le consensus ne régnait pas. Oui, vous avez raison. Vous avez brisé une unanimité. On ne vous l'a pas pardonné, mais le fait est là. C'est un acquis.
d'un autre côté... N'effrayez pas mes co-signataires qui ont moi l'habitude de moi, on ne nous l'a peut-être pas pardonné, mais on nous le pardonnera comme tout le reste. Espérons-le. Non mais, je crois qu'il y a un certain nombre qui n'ont pas l'habitude des débats ont été effectivement surprises par la violence et peut-être par le raton des réseaux sociaux. Vous l'avez mentionné, Alain Finkielkraut, une fois encore. Oui, bien sûr, ce sont les réseaux sociaux. Et ce qui m'a beaucoup gêné, ce sont les attaques personnelles. C'est-à-dire qu'on ne critiquait pas simplement le contenu du texte, on vous a vous-même décrite d'une manière que j'ai jugée absolument odieuse et indigne du débat démocratique, même vif, même virulent. Non mais être traité d'alcoolique par une islamo-gauchiste, excusez-moi, mais c'est quand même la Légion d'honneur. Moi j'ai toujours, honnêtement, et on finit sans an, je trouve, et vous devriez penser cela, les injures de vos adversaires, si vous voulez, témoignent de leur absence d'arguments et témoignent en fait de leur insigne faiblesse. Bien, peut-être avez-vous raison. Oui, ça j'en suis sûr. Est-ce que, bon, je pense que peut-être nous pouvons passer... Ah oui, non, un mot sur la fracture générationnelle, qui me frappe, moi, mais peut-être je me trompe, parce que il y a des jeunes dans les signataires, il y a des plus âgés, si vous voulez, dans Balance ton port, mais malgré tout, il y a quand même, me semble-t-il, cela. Comment l'interprétez-vous ? Mais je pense en effet que les jeunes générations sont plus sensibles parce qu'elles ont moins vécu, parce qu'elles n'ont pas d'expérience, au simplisme des discours. Le néo-communisme a plus de chances de se répandre chez des jeunes gens que chez d'autres qui ont un peu de bouteille et qui donc ont acquis, du fait de leur expérience, le sens de la nuance. Mais je connais aussi des gens de ma génération qui ont complètement basculé dans le simplisme, dans le manichéisme dont nous parlons. Donc il faut relativiser les choses. Oui, vous avez raison. Et venons-en à la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Comme nous ne sommes pas en avant, je vous laisse décrire, Alain Finkielkraut, la une de l'Obs qui, dans le fond, nous a poussé à parler de ce sujet aujourd'hui, alors que le projet de loi n'est pas encore... Le texte de loi qui sera présenté sur le droit d'asile n'est pas encore connu. Si l'asile est une tradition séculaire, portée notamment par l'Église, le droit d'asile remonte à la Révolution française et à sa fière proclamation « Le peuple français accueille tous les combattants de la liberté, le tyran n'y a pas droit ». Signée au lendemain de la Convention de la Deuxième Guerre mondiale, la Convention de Genève protège tous ceux qui craignent avec raison d'être persécutés pour leurs opinions ou pour leur appartenance. Avec raison, cela veut dire qu'une déclaration ne suffit pas et que les dossiers doivent être examinés au cas par cas. L'asile politique s'applique donc uniquement aux personnes persécutées par leur État, à ceux qui font la guerre, il est possible mais nullement obligatoire, à ceux qui fuient la guerre, il est possible mais nullement obligatoire d'accorder l'asile humanitaire. Rien dans la politique migratoire que propose le gouvernement, ni le contrôle dans les centres d'hébergement, ni le doublement de la durée de rétention, ni le raccourcissement des délais de recours, ni l'intention affichée d'augmenter sensiblement le nombre des expulsions ne mettent en péril le droit d'asile ainsi conçu. Elle est pourtant, cette politique, frappée d'indignité par toutes les associations caritatives, par l'Église, par la presse de gauche et par de grandes voix intellectuelles. Politique dont le premier volet, celui qu'on connaît, celui de la circulaire, ne consiste en rien de plus que demander l'application de la loi. Vous avez dit un peu plus, le chiffre qui circule, je ne sais pas s'il est exact, c'est que 4% des expulsions sont suivies des faits. Voilà, exactement. Et sur la couverture choc de l'Obs, voilà, des barbelés cernent le visage présidentiel. Ce qui est reproché à Emmanuel Macron et au gouvernement, c'est de maintenir les distinctions fondatrices du droit et de ne pas élargir l'asile à tous ceux qui fuient la guerre et même à tous ceux qui recherchent en France une vie meilleure. Cette campagne se mène, elle aussi, sous le drapeau
de l'indiscrimination. Excusez-moi, pour ceux qui fuient la guerre, je ne suis pas sûr. Il me semble que la question de la différence, il me semble que les gens qui fuient la guerre relèvent du droit d'asile. Non, je l'ai dit, c'est un droit d'asile humanitaire. Oui. Le droit d'asile ne s'applique qu'aux gens persécutés par leur État. Ça, c'est le droit d'asile politique oui. tel que il a été défini par la Convention de Genève et par le protocole de New York. Et alors, comment peut-on faire le tri, demande notre dernier prix Nobel de la littérature. Comment distinguer ceux qui méritent l'accueil pour des raisons politiques et ceux qui n'en sont pas dignes? Comment faire la différence entre les demandeurs d'asile au titre du danger qu'ils encourent dans leur pays et ceux qui fuient leur pays pour des raisons économiques? Regardons-les, ces migrants, sur le pont des navires, couchés sur le sol, brûlés par le soleil, desséchés par la soif et la faim. Regardons-les, ils ne nous sont pas étrangers, ils ne sont pas des envahisseurs, ils sont nos semblables, ils sont notre famille. Et pour qualifier la politique actuelle, le mot qui vient sous la plume de Leclésio est celui de dégueulasse. Alors permettez-moi de dire que beaucoup d'auditeurs, beaucoup de lecteurs, eux, quand ils entendent Leclésio, diraient ils sont nos semblables, ils sont notre famille. Beaucoup ont ce réflexe et après tout, c'est quand même une des grandes conquêtes de notre période, c'est l'égalité quand même entre tous les hommes. Donc vous ne pouvez pas simplement le balayer. On ne peut pas le balayer. Je vais expliquer pourquoi je le balaye. Je vais expliquer pourquoi il faut le balayer, justement. Patrick Boucheron, qui a dirigé l'histoire mondiale de la France, dresse exactement la même réquisitoire. Il dit son horreur du tri et que notre pays serait plus libre et plus ouvert s'il larguait les amarres du vieux monde, s'il cessait de se complaire dans ses rancœurs recuites. C'est la misère, autrement dit, qu'il nous revient, sauf à tomber dans l'inhumanité, d'accueillir. Et cette misère efface toutes les différences. Les migrants n'ont plus de nationalité, plus d'identité, plus de généalogie, plus d'histoire. Leur souffrance les dépersonnalise et les déréalise. Mais la réalité est coriace. Elle ne se laisse pas faire. Elle résiste à son abolition miséricordieuse. Sous le poids d'une immigration incontrôlée, la France se communautarise et l'antisémitisme explose, comme le montrent notamment les auteurs réunis par Georges Bensoussan dans son livre « Une France soumise ». La soumission, cependant, et là je réponds à votre interpellation, ne vient qu'en second lieu, avant de céder à la force du nombre. Par toutes sortes d'accommodements déraisonnables, on cède à la faiblesse. Avant d'être complaisant, on est compatissant. Avant la veulerie, il y a l'amour. Et il est très difficile de s'opposer à l'amour, car on a le mauvais rôle. Il faut pourtant le faire, non pas seulement par réalisme, mais par souci de l'habitabilité du monde. Il faut retirer à l'amour indiscriminé la caution de la morale et rappeler aux intellectuels qui, encore une fois, perdent la tête en écoutant que leur cœur, ce vieil et admirable adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, Alain Finkielkraut, mais tout de même, il y a quelques éclaircissements. Le premier, vous avez dit, vous avez un peu balayé le droit d'asile humanitaire. Or, si vous voulez, effectivement, on peut penser, sans être un angélique, si vous voulez, que des Syriens, fussent-ils antisémites ou fussent-ils qui fuient la guerre, si vous voulez, dans l'urgence, on doit accueillir des populations. C'est d'ailleurs pour ça que des gens ont été installés dans des camps à la frontière. Je veux dire, il est normal que les gens fuient les guerres. On ne peut pas leur dire « restez chez vous sous la guerre ». On ne peut pas leur dire « restez chez vous sous la guerre ». Je vous ai simplement dit ce qu'était le droit d'asile dans son acception encore aujourd'hui valable. Bon. On peut accorder le droit d'asile humanitaire, mais dans la mesure de ses propres possibilités. Tout le gouvernement, si vous voulez, a en charge une certaine communauté politique et celle-ci doit pouvoir rester vivable. Le tri, ce n'est pas Mengele sur la rampe d'Auschwitz, c'est le travail de la mémoire, l'obligation de la mémoire, l'obligation de la morale, c'est le travail du droit, l'obligation de la morale, la respiration même de l'intelligence. Mais tout de même, quand même, parce que vous semblez penser que la compassion est simplement
entraîne, si vous voulez, la compassion ne fait pas une politique, c'est entendu, je vous suis, mais vous ne pouvez pas, surtout dans un monde, si vous voulez, où nous avons les images, etc., les gens, que les gens soient émus par des histoires individuelles, même si cela ça ne peut pas dire toute la vérité, ça paraît assez légitime. Vous ne pouvez pas simplement moquer la compassion. Je ne peux pas moquer la compassion, je peux m'interroger sur ses effets. C'est tout. On doit pouvoir faire un lien entre cette immigration massive et la fragmentation, la fracture française. Dans ce numéro de l'Obs, où il y a ce numéro de l'Obs avec le visage de Macron cerné par les barbelés et les textes que j'ai résumés tout à l'heure. Il y a un éditorial de Mathieu Cassando sur la montée de l'antisémitisme. Oui. Et personne ne fait le lien. Il ne s'agit pas pour moi de dire que tous les migrants qui arrivent aujourd'hui en France, certains parce qu'ils sont très démunis, d'autres venus des classes moyennes parce qu'ils veulent une vie meilleure, sont des antisémites ou sont voués à le rester ou à le devenir. Bien sûr que non. Mais l'antisémitisme qui sévit en France n'est pas endogène, nous le savons. Il n'est pas le résultat, le produit, la résurrection de l'idéologie française. C'est autre chose. Donc il est absolument indispensable de faire le lien, et je ne crois pas qu'on peut, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle on peut s'interroger sur l'hubris de l'amour, sur ce que peut avoir de dévastateur un amour indiscriminé. Oui, et comme vous habitez mon fort intérieur, je mets de l'eau à votre moulin en rappelant ce que vous avez d'ailleurs, en rappelant d'ailleurs que les Allemands, paraît-il, envisagent de faire une loi dans laquelle ils demandent aux migrants, à ceux qui demandent l'asile, je crois, de reconnaître qu'ils acceptent que la vie juive soit une composante de la vie en Allemagne. Et je vous rappelle également qu'il y a eu, après la déclaration de Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, des manifestations antisémites en Allemagne et en Suède. Et ce n'étaient pas des manifestations de l'AfD ou d'un parti d'extrême droite suédois. Très bien. Nous allons en rester là et sur vos précisions. Merci, cher Alain Finkielkraut, d'ouvrir votre porte aux événements aussi pénibles que cela puisse être parfois. D'ici dimanche prochain, on peut vous lire dans Causeur et réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. Bonne semaine à tous.